Salut les coupons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Quand les fournisseurs de produits chinois me contactent pour que je teste un de leurs appareils, je dois toujours être vigilant de faire attention à ce que cet appareil ne m'ait pas déjà été envoyé par un autre fournisseur. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai cru que j'avais fait la bourde, puisque quand j'ai posé les deux appareils côte à côte, je me suis dit « Oh la vache, ça y est, je me suis gouré, ce sont les deux mêmes, comment est-ce que je vais faire ?» Regardez plutôt. Mais en fait, il s'agit d'appareils légèrement différents. Ici, d'un côté, on a le Doogee X5 Max, qui est un appareil très entrée de gamme, puisqu'il s'affiche dans un prix aux alentours des 50 €. Et de l'autre, en fait, il s'agit du Doogee X5 Max Pro, qui lui fonctionne avec une configuration un tout petit peu supérieure, pour un prix aux alentours de 70 €. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des téléphones vraiment pas chers. Aujourd'hui, on va tester le Doogee X5 Max, et dans quelques jours, on testera la version Pro, et on verra si ça vaut le coup de faire l'économie de 20-25 €, ou au contraire de les dépenser pour le modèle supérieur. Voilà. On commence donc par le modèle le plus basique. Il a été envoyé celui-ci par Gearbest. C'est parti pour le test. Bien voilà, donc vous l'avez compris, hein, clairement les ambitions de Doogee avec le X5 Max, c'est pas de vous proposer un appareil ultra performant, c'est de vous proposer un appareil ultra pas cher. Ils ont fait des économies sur plein de petites choses, mais vous allez voir qu'à l'arrivée, ils s'en sont quand même pas trop mal sortis. On commence avec cet emballage, noir d'un côté et marron de l'autre, qui fait un petit peu penser à l'emballage d'une bouteille de parfum. Laissez le charme agir. On a donc un écran de 5 pouces, un quad-core, un petit Mediatek, vous vous en doutez, un appareil photo de 8 mégapixels, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, vous voyez c'est quand même pas lourd, mais bon c'est un téléphone premier prix encore une fois. Android 6.0, ça c'est bien, c'est un appareil qui en dépit de son petit prix a fait l'effort de mettre Marshmallow, c'est bien, point positif, et donc on est sur un dual SIM. Deux choses quand même relèvent un petit peu le niveau de cette config entrée de gamme, c'est le lecteur d'empreintes digitales, on s'attend pas forcément à trouver ça sur un téléphone premier prix, et surtout la batterie énorme de 4000 mAh, donc c'est un petit peu l'ambition d'ailleurs de ces téléphones, et je pense que c'est là que vient la dénomination max, c'est que vous allez avoir un max d'autonomie. 4000 mAh, c'est la même batterie en termes de puissance qu'un Galaxy Note 7, hein, si je dis pas de bêtises, mais dans une config légère comme ça, ça risque de nous faire une très grosse autonomie, ce qui peut toujours être intéressant. Ce sera donc certainement un téléphone qui misera là-dessus, sur sa grosse et forte autonomie. Voilà. Après, pas grand chose à dire. Le téléphone, il existe en blanc et en noir. Ici, j'ai la couleur noire, et je me suis débrouillé pour que le modèle Pro qu'on m'a envoyé par ailleurs soit la version blanche. Comme ça, vous verrez les deux couleurs. Voilà, donc rien d'extravagant sur l'unboxing, hein, ça se soulève comme ceci, voilà. J'en ai pas parlé, mais il me semble, oui, c'est sur ce côté-là de la boîte, voilà. Doogee nous gratifie de son habituel petit certificat d'authenticité, là. Un peu comme Microsoft faisait pour leur licence, avec un truc qu'il faut gratter, qui permet ensuite, en allant sur le site de Doogee, de savoir si on est vraiment ou pas en face d'un produit officiel. Des fois qu'il se fasse contrefaire, on ne sait jamais. Le téléphone qui est enveloppé dans un film plastique qui fait tout le tour, c'est plutôt pas mal, on va y revenir en dernier. Sous cette petite plaque de carton, vous voyez, c'est vraiment très simple comme emballage, on a le chargeur secteur, qui est un chargeur logoté quand même, malgré tout, c'est plutôt pas mal. Toujours ce chargeur un petit peu en forme de sextoy chez Doogee, là je sais pas pourquoi ils nous mettent ça, mais bon, pourquoi pas. Au moins en tout cas il est prévu pour fonctionner avec les prises de terre, c'est bien. De toute évidence ça va être un chargeur 1 ampère, voilà, fallait s'en douter, vous n'aurez pas de la charge rapide sur un appareil dans cette gamme de prix là. Le câble micro USB il est pas mal, il est de belle longueur, il est de bonne qualité, il est pas logoté, lui en revanche. Seulement on trouve le logo sur le câble en lui-même, et ça j'ai toujours été étonné que Doogee fasse ça. Voilà, donc est-ce que c'est pour dire c'est nous qu'on l'a fabriqué le câble, c'est pas un partenaire, un prestataire, etc. Bon, pourquoi pas. Et puis là, on a la notice, toujours très succincte, basique, mais regardez ça, elle est en couleur et elle est sur papier glacé, donc il y a quand même eu un bel effort de présentation. C'est pas mal, franchement, pour un téléphone dans cette gamme de prix-là, on peut pas dire qu'on soit arnaqué sur le contenu de l'emballage. Un petit effort a quand même été fourni. Merci Doogee. Bien voilà, donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur le téléphone en lui-même, hein, un petit peu plus en détail. On voit un rappel des fonctionnalités de base sur le petit film qu'il protège, voilà. Et on peut, en tirant ici sur la languette, décoller le film, ou alors en tirant sur celle-ci. Mais en réalité ça sert à rien parce que le téléphone glisse, hop, en dehors de
du petit film, vous serez même pas obligé de l'esquinter, ça c'est plutôt sympathique. Voilà, ok, donc tout de suite hein, en main quand on tient le téléphone, je vais pas vous mentir, on ressent bien que c'est pas un appareil très haut de gamme. Ça se ressent notamment par les matériaux choisis, parce que c'est du plastique, voilà, à l'arrière c'est du plastique. Sur le côté, ici, on pourrait croire que c'est du métal, mais c'est du plastique avec un aspect argenté. À l'avant, vu le bruit que ça fait, je pense que la dalle de l'écran est elle aussi en plexiglas, renforcée j'imagine quand même. En tout cas, il y a un film écran qui est préinstallé dessus, on peut le voir si le caméscope veut bien faire le point. On peut voir qu'ici on a le film écran, on voit le contour. On distingue le contour du film écran, voilà, donc de toute façon votre écran est protégé. Mais vous attendez pas à avoir quelque chose de premium entre les mains. L'autre aspect qui fait qu'on voit bien que ce téléphone n'est pas très haut de gamme, c'est que il est assez massif, en termes d'épaisseur déjà, hein. Ouais, on a un bon centimètre d'épaisseur, clairement, et puis en termes de poids, puisqu'il est assez lourd cet appareil, il est assez lourd, mais je vous rappelle qu'il a une batterie de 4000 mAh à l'intérieur. On va l'ouvrir, hein, le capot arrière est amovible, vous allez pouvoir tout voir. On va le mettre à nu, ce téléphone. Sur la face avant, outre le capteur photo, vous pouvez deviner ici, dans l'orifice, dans le protège-écran, le capteur de proximité et de luminosité, et le haut-parleur pour les conversations téléphoniques. Ici, on a les touches qui ne sont pas éclairées, hein, qui sont simplement en effet miroir pour menu, accueil et retour. Et le micro pour les conversations ne se trouve pas sur la tranche de l'appareil, mais sur le dessous ici. A priori, on aurait des haut-parleurs stéréo, après, reste à voir si c'est bien vrai, mais il y a un petit indice qui me permet de penser que oui, a priori. Sur le dessus, la prise jack et la prise de recharge. Alors, ils ont mis les deux prises sur le dessus. Ça, c'est une petite combine qui permet de gagner des sous. Ça évite de faire traverser une nappe tout le long du téléphone pour que les prises soient réparties dessus. En les mettant toutes du même côté, ça évite d'avoir à faire ça. Donc ça permet de faire des petites économies. À l'arrière, on peut voir le capteur photo et la LED flash, ainsi que le capteur d'empreinte digitale, le petit logo d'Ougi et les petites inscriptions sur la conformité et compagnie. Et quand on ouvre le capot, qui s'ouvre grâce à la petite fente qui se trouve ici, on voit en dessous les emplacements pour les deux cartes SIM et pour la micro SD, puisque même s'il n'y a que 8 Go dedans, on peut éteindre la mémoire, heureusement. Et donc la batterie, la grosse batterie de 4000 mAh, et c'est vrai qu'elle est assez massive, elle est assez épaisse, elle fait presque l'épaisseur de certains smartphones actuels. Et on peut voir, alors c'est marqué batterie originale, ça j'aime bien, je vois absolument pas l'intérêt de marquer ça, hein. Je veux dire, le contrefacteur il va marquer original aussi de toute façon, hein. Mais on peut voir ici qu'elle fait effectivement 4000 mAh, et je pense qu'elle doit effectivement les faire, vu sa taille et son poids, ça ne m'étonnerait guère. Voilà, et dernière petite chose avant de terminer ce tour du propriétaire, vous pouvez constater ici qu'il est marqué donc 3D Stereo Sound, ce qui me fait dire donc qu'effectivement, il y a bel et bien deux haut-parleurs ici. Après, le seul moyen de le savoir, ce serait de désosser complètement le téléphone, et j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans. On va essayer de leur faire confiance. Bien voilà, quand le téléphone démarre, on tombe sur un écran qui, ma foi, est plutôt propre, hein, en 720p, et qui a un taux de luminosité de contraste tout à fait acceptable, un écran IPS. Donc ça c'est plutôt agréable. Et puis on constate aussi qu'on est sur une interface très proche d'un Android stock, avec notamment un tiroir d'applications de base, hein, comme celui qu'on trouverait sur un Android nu, et un système de panneau de conf qui lui aussi est très très proche de celui d'un Android stock, avec quelques petites améliorations quand même, notamment le système d'empreinte digitale, le système de Smart Wake Up, etc., qui ont été rajoutés par Douji au fur et à mesure, j'imagine, de la conception de l'appareil. Bien voilà, donc on commence pour savoir un petit peu ce que ce téléphone vaut réellement par un petit benchmark. Alors on peut déjà voir la fiche technique, hein. On est sur un MediaTek 6580, donc qui est un processeur d'il y a déjà un bon moment, puisqu'il est même pas 64 bits, si je ne dis pas de bêtises. C'est un quad-core, et on a notre petit giga de mémoire, donc 960 mégas de disponible. On est bien sûr de l'Android 6.0, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et alors les résultats du benchmark sont pas forcément faramineux, hein. 320 en single core, 1129 en multicore. Donc en single core, ça va nous situer aux alentours d'une Nexus 7, mais de première génération, ou d'un Motorola Moto G. Vous voyez, donc c'est
c'est pas du haut de gamme du tout, hein, c'est du Snapdragon 400, hein, le Moto G, hein, donc vous voyez un peu l'équivalence. En multicore, même chose, on peut descendre dans la liste, bah voilà, on est toujours au niveau du Moto G, c'est-à-dire du Snapdragon 400, parce qu'on a plus ou moins le même score en, voyez, en multicore. Donc vous êtes sur un téléphone qui a des performances quelques années en retard, mais encore une fois, voilà, hein, c'est pas le concept de ce téléphone d'être puissant, le concept de ce téléphone-là, c'est d'être vraiment super pas cher. Et, du fait de sa petite puissance, d'avoir une très très grosse autonomie. Alors est-ce que ça va être le cas ? Eh bien oui, c'est le cas, on a une autonomie monstrueuse hein, en screen on de 9h55, presque 10 heures de screen on, c'est juste spectaculaire. Encore une fois, je vous le rappelle, hein, en usage mixte et avec la luminosité d'écran à 75%, il a tenu presque 10 heures allumé au fond de mon tiroir pendant que le Geekbench faisait tourner le processeur à 50% de capacité. C'est vraiment impressionnant. Franchement là, si vous cherchiez un téléphone avec une très 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 bonne autonomie et que vous vous foutez complètement de sa puissance, je crois que vous l'avez trouvé. Surtout pour ce prix-là, il n'y a même pas à hésiter quoi. Alors étonnamment, sur la boussole, je n'ai pas le message d'erreur comme quoi il n'y a pas de capteur, mais l'application m'indique le nord, quelle que soit l'orientation du téléphone. Donc je pense qu'on peut dire sans trop se gourer qu'il n'y a pas de boussole dans ce téléphone. Après voilà, fallait s'y attendre compte tenu de son prix. Hein. Maintenant, avec Wi-Fi coupé, on va lancer l'application GPS pour voir à quelle vitesse je vais obtenir un fixe. Mais je suis plutôt optimiste parce qu'en général, ces processeurs de chez Mediatek sont plutôt pas mal. Après, voilà, le seul problème, c'est que là, on est quand même sur un processeur qui est quelques générations en retard. Et il me semble justement qu'il y avait quelques soucis de GPS sur ces processeurs-là. Alors, on va voir si on est toujours enquiquiné ou pas. Là, j'ai déjà 2, 3 satellites qui apparaissent sur le graphique. Il faudrait quelques-uns de plus quand même. Voilà un quatrième. Pour le moment, j'ai pas assez de puissance pour pouvoir les utiliser. Il y en a 12 en vue. Ah, ça y est, voilà. Alors, il aura quand même fallu pas mal de temps pour obtenir un fixe GPS. Est-ce que la précision va augmenter? Oui. Ça a l'air d'arriver. Là, j'ai 5 GPS. C'est pas pharaonesque. Hein. Vous pouvez voir que on les capte pas ultra super bien. Bon, après, voilà, hein, on est sur un petit téléphone pas cher. Mais ça va. Disons qu'il faudra pas attendre 5 minutes entières pour avoir un fixe. Là, vous avez vu, en 30 secondes, j'en ai eu un. Et ça va. La précision est correcte sans plus. Mais on peut quand même se servir de ce téléphone comme d'un GPS. Pour la lecture d'une bande dessinée, le 720p forcément est un petit peu moins confortable que le 1080p, mais ça va, hein, je veux dire en plissant un peu les yeux et en se rapprochant un peu, on arrive à lire. Néanmoins, le texte est quand même moins net que sur du 1080p. C'est pas si flagrant que ça, mais ça se ressent un petit peu quand même. Hein. En lecture vidéo, pas de gros problème. De temps en temps, légère baisse de framerate hein, sur une vidéo 1080p 60 fps. Je pense que de temps en temps, on passe à 30 fps, ce qui reste malgré tout fluide et donc agréable. Mais on sent qu'on est limite hein, en termes de puissance CPU pour le décodage de certaines vidéos. Néanmoins, ça passe quand même. Hein. Au niveau du son, bonne surprise, c'est assez puissant, c'est assez fort, et ça c'est peut-être parce qu'on a de la vraie stéréo, donc ça c'est bien. Ça sature très légèrement quand même dans les basses quand on met le son à fond, mais c'est quand même pas mal. Bonne surprise au niveau du son. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de reproche à faire. Voilà, donc là sur une vidéo 4K, on retrouve le même problème que sur le Ligoo Elite 1, mais encore plus prononcé, c'est-à-dire que ça manque d'une fluidité flagrante, et le son se coupe parce qu'il a pris trop de retard par rapport à l'image. Là, on est à 5-10 frames par seconde à peine. C'est pas regardable, hein, c'est juste pas possible de regarder une vidéo comme ça. Après, qui aurait envie de regarder de la 4K sur un téléphone comme ça? Mais on sait jamais, hein, si vous n'avez pas le choix, que vous avez un fichier 4K à regarder, le téléphone risque de ne pas en être capable. Et puis même, remarque, je suis obligé d'utiliser le décodeur software, puisque quand j'essaye de mettre le hardware, là j'ai carrément un message qui me dit que c'est pas pris en charge.
Alors avec un jeu comme Flappy Bird, je vais baisser un petit peu le son pour pas que ça hurle, on va se retrouver dans une situation, j'imagine, curieuse et paradoxale, mais le jeu va certainement mieux tourner que sur certains téléphones modernes, et pour cause, en fait ce jeu est sorti à l'époque où le processeur qui équipe ce téléphone était commun, répandu. Donc du coup, le gars qui a codé le jeu a certainement dû faire attention que ce soit fluide sur ce genre de processeur. Et effectivement, j'ai un très très bon framerate, meilleur que sur le Elite 1 qu'on avait testé il n'y a pas si longtemps, qui était pourtant beaucoup plus puissant, qui avait un Mediatek beaucoup plus récent et qui était octa-core. Là, avec un petit quad-core vieux de presque 3 ans, j'obtiens limite de meilleurs résultats sur certains petits jeux qui datent un peu. Alors, chose étonnante, les jeux beaucoup plus demandeurs, comme ici Mickey Castle of Illusion, se révèlent, ma foi, plutôt pas mal. Il y a quelques baisses de framerate assez importantes quand même, hein, je vais pas vous mentir. Là, c'est pas forcément évident de vous montrer en temps réel pendant qu'on joue, mais... ce qui se passe, en fait, c'est que le Mali 400 MP2 qui équipe ce téléphone a tellement bien marché, il s'est retrouvé sur tellement de téléphones, que beaucoup d'éditeurs se sont efforcés à faire en sorte que les jeux soient optimisés dessus. Mais malgré tout, ça reste quand même un GPU très, très basique, et ça, on va s'en rendre compte tout de suite quand on va lancer un émulateur. Voilà, alors niveau émulation, je vais pas être trop méchant avec ce téléphone et lui balancer tout de suite PPSSPP, parce que c'est à peu près sûr que ça va être l'horreur. Mais là, j'ai mis un petit émulateur de Nintendo 64, qui est quand même beaucoup moins demandeur, avec le jeu Super Mario 64 Star Road, qui est un jeu qui nécessite l'expansion pack, histoire d'avoir quand même un petit peu de choses à afficher. Et même là déjà, hein, c'est jouable, hein, j'arrive à jouer, hein, je peux me déplacer, je peux... jouer sans trop de problèmes, mais c'est pas fluide et il y a beaucoup de glitch sonores, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Donc ça va être compliqué de jouer à ce jeu-là comme ça. Hein. Voilà, donc je vous montre quand même PPSSPP par acquis de conscience, mais vous vous en doutez, c'est affreusement lent. Il faudrait au moins 10 minutes, je suis sûr, pour passer juste ce petit passage du jeu qui normalement se fait en 45 secondes, quand on le connaît. Donc, bon bah voilà, hein, sur les émulateurs un peu moins gourmands, vous voyez, un Nintendo 64 et autres, c'est jouable, mais là, sur un émulateur de console trop puissant, on voit tout de suite que on est sur un smartphone pas cher. Mais j'ai envie de dire que malgré tout, hein, pour un smartphone qui coûte dans les 50 €, on s'en sort pas si mal que ça finalement. Bien, alors avant de conclure cette vidéo et de donner une note à ce produit, il me reste deux petites choses à vous montrer. D'abord le capteur d'empreinte, hein, qui se trouve ici au dos, donc quand on allume le téléphone on peut le déverrouiller avec son doigt comme ceci, voilà. C'est rapide, plus rapide que, je sais pas pourquoi, hein, sur les téléphones chinois j'ai remarqué ça, quand le capteur est au dos il est beaucoup plus rapide que quand il est devant. Peut-être parce que quand il est devant, il est sur un bouton mécanique et que ça implique quelques contraintes supplémentaires, je ne sais pas. En tout cas, il est rapide, plutôt efficace. On va dire sur 10 lectures d'empreintes, il y en a 9 qui vont marcher, donc vous avez 90% de réussite. C'est très bien pour un petit capteur comme ça sur un téléphone aussi bon marché. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, ce sont des clichés de photos que vous allez pouvoir admirer tout de suite. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion sur ce produit et de lui donner une note. Alors évidemment, on ne note pas un produit comme ça comme on note un Galaxy S7. On peut se payer 14 téléphones comme ça pour le prix d'un seul Galaxy S7, donc je sais pas si vous imaginez, le rapport de prix n'a absolument rien à voir. En termes de puissance, par exemple, ce téléphone, il est à la ramasse, on peut le dire. C'est l'équivalent d'un Snapdragon 400 qui équipait des téléphones quand même assez anciens. Ça nous ramène quasiment à l'époque du Galaxy Nexus, qui était mon premier smartphone Android, moi, personnellement. Donc c'est quand même un temps oublié depuis longtemps. Mais, est-ce qu'on peut en tenir compte et lui enlever des étoiles pour ça, alors qu'il coûte 50 €? À mon avis, non. Enfin, on va y revenir. Je vais y revenir à la fin. La deuxième chose, ce sont les finitions. Certes, c'est tout plastique, certes, il est épais, certes, il est lourd,
Mais voilà, quoi, c'est un téléphone premier prix, donc il a des prestations premier prix, y compris dans ses finitions. Néanmoins, il est bien fini. Je veux dire, c'est pas parce que quelque chose a des finitions cheap qu'il doit être mal fini. Et là, il n'y a pas de problème, hein, tout est bien assemblé, tout se clipse parfaitement, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on n'est pas volé, on n'est pas sur un truc de merde. On est sur un truc, voilà, qui a fait des sacrifices pour pouvoir serrer son prix. C'est un choix délibéré qui se respecte. Donc là-dessus, je peux pas enlever d'étoiles non plus. Donc sur quoi je vais enlever des étoiles finalement alors, puisque ce téléphone a priori un rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable, vu qu'il coûte que 50 €, ça va être difficile de lui faire beaucoup de reproches. Bah, je vais quand même lui enlever une étoile, moi. Je vais lui mettre que 4 sur 5 à ce téléphone, en dépit de son prix minuscule, parce que certes, en termes de perf, on n'est pas volé, certes, en termes de finition, on n'est pas volé, mais il y a quand même deux choses qui me gênent, c'est qu'il est que 1 Go de RAM, et surtout que 8 Go de stockage. Pour moi, 8 Go de stockage, ça va être plein en 3 semaines, c'est juste pas possible. Alors certes, on peut étendre la mémoire avec des cartes SD, mais ce sera jamais aussi confortable que d'avoir dès le départ un stockage correct, convenable. Du coup, forcément, c'est un sacrifice à faire que de dépenser seulement 50 € pour ce modèle-là, compte tenu du fait que bah, vous risquez d'être très limité sur certaines choses, et donc justement sur ce stockage. Et c'est pour ça que je lui enlève une étoile. Après, voilà, vu son prix, je vais pas lui en enlever une deuxième pour quoi que ce soit d'autre. Même les photos, j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal sur ce petit machin-là. Donc c'est un bon appareil qui, pour ce prix-là, vous en donnera largement plus que pour votre argent, et rien que pour ça, il mérite sa bonne note. Et bien voilà, c'était le test du Doogee X5 Max, un téléphone qui, ma foi, se révèle quand même franchement très acceptable pour le prix auquel il est vendu. Après, dans quelques jours, on testera la version Pro et on verra si ça vaut le coup ou pas de mettre les 25 € supplémentaires qui séparent ce modèle-ci du modèle supérieur. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!